Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Une part importante de ce journal va être consacrée au premier bilan de la visite en Chine du président de la République. À l'heure qu'il est, le président Pompidou se trouve à Tatung, à 300 km de Pékin, où il visitera demain des grottes abritant d'antiques sculptures bouddhiques. M. Pompidou est accompagné dans son voyage par M. Chou En-lai, ce qui est relevé par les observateurs et les journalistes, car il est exceptionnel que le Premier ministre chinois se déplace en province en compagnie de visiteurs étrangers. Avant de quitter Pékin, le président Pompidou a tenu une conférence de presse et il est ainsi le premier chef d'État étranger à se livrer au jeu des questions et des réponses en territoire chinois. M. Pompidou a notamment annoncé qu'il tiendrait une conférence de presse à Paris le 27 septembre prochain et il s'est attaché à faire un premier bilan de son séjour en Chine. Le président Pompidou et M. Chou En-lai ne se quittent plus. Ils se sont vus longuement cet après-midi. Et ce soir, M. Chou En-lai est l'invité de M. Pompidou en terre française, c'est-à-dire à l'ambassade de France, où il n'était pas venu depuis le 14 juillet 1971. À la fin du dîner, M. Pompidou prend le train pour Tatung, et pendant 3 jours, à Hangzhou, à Shanghai, il va regarder vivre la Chine. Il a, il est vrai, pour compagnon de voyage le meilleur des guides, M. Chou En-lai en personne. Ce sera donc du tourisme politique, et nous pouvons encore avoir des surprises avant que M. Pompidou ne quitte le sol chinois. En fin d'après-midi, première rencontre du président Pompidou avec la presse française et chinoise depuis le début de ce voyage. Le cadre, une des 100 salles du palais de l'Assemblée du Peuple, mais pas n'importe quelle salle, celle dédiée à la province du Hunan où est né le président Mao. C'est la première fois qu'un chef d'État étranger donne une conférence de presse dans ce temple de la Chine moderne. Dès maintenant, je voudrais indiquer que les analyses que nous faisons de la situation mondiale ne sont pas identiques, ni nos situations géographiques, ni nos dimensions, ni nos situations économiques ne le permettraient, mais elles sont sur bien des points convergentes. En particulier, nous sommes les uns et les autres convaincus que jamais le monde n'a été dans une période aussi fertile en changement, en mutation, comme nous disions maintenant en France, et que par conséquent, il est nécessaire à chacun à la fois de s'assurer de lui-même et de sa solidité et de sa stabilité, mais en même temps de se prêter à l'évolution et de ne pas prétendre la contrarier. Il ne sert de rien de la contrarier, on gagne quelques délais, mais le fond, c'est qu'il faut vivre avec son temps, suivant une formule banale, et il faut tâcher de l'accompagner. Nous sommes également d'accord sur, je crois, là aussi avec des nuances. Chacun voit plus ou moins un aspect des choses, sur le fait que dans ces périodes de changement, certains périls continuent, comme toujours dans le passé, de peser sur le monde et sur l'humanité, et qu'il faut le savoir, et il en viendra d'autres, mais que notre action, et notamment notre action en matière de défense, a pour but d'abord de préserver notre indépendance et ensuite de servir la paix à laquelle les peuples aspirent, sans qu'il soit, bien entendu, bon pour eux de s'abandonner à des illusions. Nous sommes très contents de constater qu'il existe entre la Chine et la France de bonnes relations. Et maintenant, Monsieur le Président, vous êtes venu effectuer une visite officielle en Chine et avez fait l'objet d'un accueil chaleureux.
Je voudrais, Monsieur le Président, vous poser une question que voici. Comment voyez-vous les perspectives du développement des rapports entre la Chine et la France? Merci. Je les vois d'abord, monsieur, comme il est naturel dans le domaine politique, car c'est finalement ce qui commande tout. Et c'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure des échanges de vues que nous avons eus et également du contact que nous comptons maintenir entre nous. Mais je pense aussi que ces échanges politiques doivent se préciser et se traduire dans la pratique. On parle beaucoup de commerce et d'économie, et c'est capital, bien sûr. Dans le même ordre d'idée, est-ce que, sur deux points particuliers, le Concorde et le SECAM, vous avez l'impression que nos interlocuteurs pourraient aller vers une concrétisation de ces échanges dont vous vous félicitez? Vous n'avez pas choisi les deux sujets sur lesquels nous sommes le plus étendus. Il y en a un, la télévision en couleur, qui de toute manière me paraît un objectif encore éloigné dans le temps. Quant à l'affaire Concorde, eh bien, vous savez où l'on en est. Cela soulève des problèmes, mais je suis loin de désespérer, disons, pour parler comme les Britanniques, un peu en dessous. Enfin, il y a des domaines très importants où déjà des accords sont signés sur le point de l'être et d'autres iront se développant. J'en suis convaincu. Je ne vais pas vous faire le détail, n'étant pas en mesure de le faire et n'étant pas non plus voyageur de commerce. Et ce n'est pas un terme péjoratif dans ma bouche. Enfin, c'est un fait. Jacques-Olivier Chattard, 24 heures sur la une. Monsieur le Président, est-ce que les décisions prises à Copenhague ont été bien accueillies par vos interlocuteurs chinois? Copenhague est loin de la Chine, mais naturellement, j'ai été en contact direct avec Monsieur le ministre des Affaires étrangères, également d'ailleurs en contact permanent avec le Premier ministre français, et j'ai constaté que les dirigeants chinois, de leur côté, s'intéressaient à ce qui s'était fait à Copenhague. Ce n'est pas un mystère que de dire que les efforts qui sont faits pour affirmer l'identité européenne, pour développer l'unité européenne, sont vus d'un bon œil à Pékin. J'ai constaté d'ailleurs, avec intérêt, que les dirigeants chinois, sur ce point, étaient moins soupçonneux vis-à-vis de la politique française que ne le sont quelquefois les porte-paroles de la presse française. Je n'ai pas étudié encore en détail les décisions de Copenhague, encore qu'elles aient été longuement préparées, vous vous en doutez, mais il me semble que c'est un progrès vers ce qu'on appelle l'identité européenne, d'un terme qui me semble nous avons inventé, et qu'en tout cas nous comptons bien soutenir et appuyer, et par conséquent nous nous en félicitons, et nous nous félicitons que d'autres s'en félicitent. Jean-Pierre Elkabbach, INF2. Monsieur le Président, quelles conséquences votre voyage peut-il avoir, à votre avis, sur les rapports de la France avec l'Union soviétique? Quelles conséquences voulez-vous que ce voyage ait? Il n'est pas, de notre part, absolument dirigé contre personne, pas plus contre l'Union soviétique que contre un autre. Nous sommes dans un système politique qui fait que la France veut être bien avec tout le monde. Nous savons que ça n'est pas toujours facile, nous savons que ça n'est pas forcément éternel, que le monde évolue,
Mais nous continuons à considérer que la politique de détente et d'entente que nous poursuivons en Europe est la bonne pour nous Français et pour les pays d'Europe occidentale. Cela dit, une fois de plus, pour la 10e fois je crois, je rappellerai la formule du chancelier Brandt, n'est-ce pas? Détente plus défense égale sécurité. Nous ne séparons pas la politique de détente et d'entente d'une politique de défense nationale en attendant le jour où cette défense pourra être européenne, ce qui n'est pas pour l'immédiat. Monsieur le Président, je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur votre réponse, mais je pose tout de même la question, comment s'est déroulé votre entretien avec le président Mao Tse-tung? Eh bien, j'étais assis à sa gauche et dans des fauteuils très confortables. Nous avons parlé beaucoup et de tout, même de poésie, même d'histoire et aussi de politique. Et cet échange de vues était évidemment très important. Il était aussi pour moi plus qu'important dans la mesure, je le répète, où je me trouvais en présence d'un homme d'une stature exceptionnelle et où la sagesse des années s'ajoute à la vivacité de l'intelligence. Mais après ça, nous avons regardé un peu le bureau, les idéogrammes, nous avons parlé avec beaucoup de sympathie et d'amitié. Sur le reste, vous ne vous faisiez pas d'illusions, vous aviez bien raison. Pierre Sandrichin, Sud-Ouest. Monsieur le Président, qu'est-ce qui, jusqu'à présent, vous a le plus étonné en Chine? Ce qui m'a frappé, c'est... Quand je n'étais pas ici pour faire du tourisme, je n'ai cessé de le répéter, ce qui m'a frappé, c'est la connaissance extraordinaire que j'ai rencontrée chez les dirigeants chinois, et en particulier chez M. Chou En-lai, de tous les problèmes du monde, et quelquefois des plus éloignés, et même des plus petits. Et bien que j'ai la prétention de suivre les questions d'assez près, eh bien, j'en ai tiré encore une leçon supplémentaire. Monsieur. Raymond Felden, les dernières nouvelles d'Alsace. À la lumière de vos impressions de voyage, pensez-vous, Monsieur le Président, que l'expérience de la nouvelle société chinoise puisse influer sur l'évolution de la société française? Nous sommes loin les uns des autres, et par conséquent, quels que soient les rapports qui s'établissent, les influences ne peuvent être que partielles et lentes. Enfin, nous avons constaté déjà, je l'ai dit au Premier ministre Chou En-lai, que par exemple dans le domaine du costume, la France a été influencée et que le costume dit Mao a été très à la mode. Eh bien, il y a certainement des choses à prendre pour nous dans les perspectives qui sont celles de la société chinoise sur le plan même social. Ça ne veut pas dire pour autant que nous ayons les mêmes convictions ni le même régime. Mais il y a quelque chose qui facilite la compréhension et aussi ce type d'influence, c'est que, encore que la Chine soit sur la voie du développement industriel, encore que j'ai moi-même donné du développement industriel
une priorité pour l'effort français, donner au développement industriel une priorité pour l'effort français, à la base, nous sommes des peuples paysans. Cela traduit un certain état d'esprit, une certaine placidité, pas toujours parisienne, une certaine patience, pas toujours parisienne, mais fondamentalement française et fondamentalement chinoise. Je crois, mesdames et messieurs, avoir répondu à toutes vos questions. Je voudrais, pour terminer, dire combien nous avons été tous, et moi d'abord, touchés par l'accueil extrêmement cordial et chaleureux qui nous a été fait. Nous y voyons le signe que les relations amicales entre la Chine et la France iront se développant beaucoup plus qu'elles n'ont pu le faire encore, même dans un passé récent. Et je puis affirmer en leur nom, c'est la seule fois où j'oserais parler au nom des dirigeants chinois, que c'est bien aussi leur intention. Je vous remercie, mesdames et messieurs.